Nous allons donc parler du lait, produit laitier, pourquoi en consommer? Voilà une question toute simple. Vous avez intitulé votre conférence « Peut-on encore boire du lait ?» Parce qu'en effet, moi je me rappelle, c'est ce qu'a dit Alain tout à l'heure, quand j'étais enfant, ma maman m'a toujours dit « Bois du lait, c'est bon pour la croissance ». Alors elle s'est peut-être un peu trompée parce que je ne fais qu'1,58 m, mais je pense que c'est bon pour la santé en tout cas, et ça apporte du calcium. Voilà ce que j'ai toujours entendu dire. Mais aujourd'hui, on entend, on lit, on voit dans la presse, à la télévision, dans les médias, autre chose, des accusations sur le lait. Le lait de vache n'est pas fait pour l'être humain. La vache est trop grosse, c'est un argument qu'on lit. L'homme n'est pas bien équipé pour digérer le lait de vache. La preuve, disent les détracteurs du lait de vache, le lait provoque des allergies, des ballonnements, des douleurs abdominales. Mais ce n'est pas tout, le lait provoquerait des rhumes et des otites. Le lait serait à l'origine de la polyarthrite rhumatoïde et encore plus loin, alors là j'allais dire c'est l'argument absolu, le mot qui fait peur aujourd'hui en Occident, le lait provoquerait le cancer. Première question, pour commencer depuis le commencement, depuis quand est-ce que l'humanité consomme du lait de vache? Alors, voilà du lait tout court. Voilà, du lait tout court. Il y a toujours eu le lait de la mère pour les petits-enfants dans l'histoire de l'humanité, fort heureusement. Donc, le lait d'une autre espèce. C'est la question qui se pose. Depuis quand consomme-t-on du lait? Il y a un débat parce que à l'époque du néolithique, les écrits sont quand même assez rares, vous en conviendrez avec moi. Donc, on ne peut estimer la consommation de lait qu'à travers les témoignages d'outils qui ont servi à utiliser le lait, et en l'occurrence, c'était à faire du fromage. Donc, cela date de plus de 10 000 ans dans l'histoire de l'humanité, donc c'est relativement ancien. 10 000 ans. On a trouvé sur des outils des traces de lait il y a 10 000 ans. On trouve des faisselles, notamment en Suisse, qui ont plus de 10 000 ans. Et plus récemment, il y a eu des découvertes beaucoup plus intéressantes avec une théorie nouvelle qui est une question que l'on posait depuis longtemps, c'est qu'on avait observé qu'à l'époque du néolithique le plus ancien, il y avait des espèces d'enclos qui avaient été créés par les hommes, et on se demandait pourquoi ils avaient fait des enclos qui n'étaient manifestement pas des pièges dans lesquels les animaux allaient se jeter pour qu'on puisse les tuer et puis les utiliser après. Et on a réalisé récemment que la vertu de ces enclos, c'était d'y parquer des animaux, des vaches, entre guillemets en l'occurrence, de manière à pouvoir utiliser leur lait. Ce qui avait une vertu absolument fantastique, c'est que cela évitait de tuer l'animal, et par conséquent, on pouvait utiliser des produits animaux, le lait en l'occurrence, pendant toute la durée de l'année. Donc l'utilisation du lait est quelque chose de relativement ancien dans l'histoire de l'homme récent, mais si on remonte à Lucie, à ces 3 millions d'années, bien évidemment, c'est quelque chose de relativement récent. Alors cela fait dire à certains que le lait, il est trop récent dans l'histoire de l'humanité pour que nous puissions l'utiliser, que notre patrimoine génétique n'est pas adapté à ce lait. Est-ce qu'il n'y a pas une barrière d'espèces? Alors ça, c'est un argument... Entre l'homme et la vache, par exemple. C'est un argument qui n'est absolument pas recevable, parce que pourquoi alors aller consommer de la salade? Il y a bien une barrière d'espèces aussi. Pourquoi consommer toutes sortes d'animaux? Donc cet argument n'est pas recevable. Nous sommes omnivores, nous devons consommer de toutes les classes d'aliments. On y reviendra de nombreuses fois. En tout état de cause, moi j'insisterai de nombreuses fois sur la chose. Donc c'est certes récent dans l'histoire de l'homme ancien, mais pas aussi récent que ça. Simplement pour botter en touche, comme on dirait au rugby, nombre de nos aliments, 70% de nos végétaux, ont moins de 3 siècles en Europe. Donc, est-ce que vous imaginez ici en Italie la pizza sans tomate? Donc, si vous refusez le lait au prétexte qu'il a seulement 10 000 ans, la tomate qui en a 250, il faut surtout la bannir de la pizza. Donc c'est une aberration à peu près totale, c'est un exercice de l'esprit qui n'a pas d'objet. Alors sur la biologie, est-ce que la vache, on le sait, elle a plusieurs estomacs, et nous n'en avons qu'un? Est-ce que biologiquement, on est fait pour boire du lait de vache? Non mais là aussi, c'est pas parce que la chose a été écrite, on voit des choses ahurissantes, qu'à force de boire du lait, nous allons nous transformer ou transformer notre estomac en caillette, c'est-à-dire en système digestif de ruminants, ce qui est une espèce de transmutation complètement inimaginable.
Bien sûr que non. Nous buvons du lait, nous consommons des produits laitiers, nous mangeons de la viande, nous absorbons des légumes. Ce n'est pas parce que nous mangeons des carottes que nous allons nous transformer en carottes ou que notre tube digestif va disparaître. Non, c'est un argument qui n'a strictement aucune valeur scientifique, ni aucune valeur tout court. D'accord. Alors, on vient de voir qu'il n'y a pas incompatibilité entre l'homme et le lait de vache. On va dire, c'est les premiers arguments. C'est quand même une trouvaille. C'est une trouvaille. Bon. Est-ce que boire du lait de vache ne nous rend pas malade? Alors là, il y a toute une longue liste de maladies, réelles ou supposées. J'aimerais qu'on commence par les plus insignifiantes. On dit que le lait de vache provoque des rhumes, des otites. Alors ça fait longtemps que l'homme se pose cette question, des rhumes et de l'otite. Qu'est-ce que dit la science aujourd'hui sur la relation rhume, otite et lait de vache? C'est quelque chose de très très ancien. Pourquoi c'est très ancien? Parce que depuis que l'humanité existe, sinon depuis qu'elle réfléchit, elle s'est posé la question de pourquoi est-on malade? Pourquoi est-on malade? Et la réponse la plus immédiate a toujours été et reste toujours à cause de l'environnement. Et dans cet environnement, la clé de voûte, c'est l'alimentation. Donc, depuis que l'homme existe, il a toujours plus ou moins attribué ces maladies à une alimentation qui était déviante. Donc la facilité était de répondre que, puisque tout le monde était malade, c'était les aliments les plus courants qui étaient les aliments dangereux, et que c'était cela qu'il fallait mettre à l'index. C'est exactement ce que l'on continue à faire actuellement avec le lait, avec le pain, ça a été fait avec le pomme de terre, avec le vin, avec toutes sortes d'aliments. Donc cette histoire d'écoulement, ça date d'Empédocle, philosophe grec, plusieurs siècles avant notre ère. Donc il accusait déjà le lait parce qu'il fallait accuser quelque chose et que tout le monde en consommait du lait. Et surtout, puisqu'on était en Grèce, des fromages, et donc des produits laitiers d'une manière générale. Et il écrivait que déjà il y avait des écoulements, des risques de mal aux oreilles, etc. etc. Et c'est un argument qui est actuellement repris largement, qu'il a fallu combattre et pour lesquels les contribuables américains et les contribuables australiens ont contribué à payer des études pour démontrer que c'était faux. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des gens qui étaient enrhumés, d'autres qui n'étaient pas enrhumés, on a pesé les mouchoirs. C'est aussi bête que ça, mais ça a coûté cher. Il a fallu le faire. Pour constater qu'il n'y avait aucune corrélation entre le poids du mouchoir et la consommation de lait. Expérience après, on a donné à des gens à boire un liquide qui était blanc coloré, de manière à ce qu'ils n'en reconnaissent pas la source, qui était un jus de peu importe coloré, parfumé, et du lait. De l'autre côté, il y avait un interrogatoire qui permettait de savoir s'ils déclaraient avoir des écoulements, des otites, s'ils avaient des ballonnements, s'ils ne supportaient pas le lait. Et on a constaté qu'il n'y avait strictement aucune corrélation entre ce qu'affirmaient les gens et ce qu'on leur avait donné à boire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation entre la consommation de lait et le risque de faire une otite, d'avoir des écoulements divers, les écoulements de nez, les rhinites étant au premier chef. Donc ça évacue cette chose qui pourtant occupe encore largement les médias et largement notamment le monde pédiatrique. Il y a un mot qui fait encore plus peur que les rhinites et les otites, c'est le mot cancer. On le voit souvent associé au lait. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on a travaillé scientifiquement là-dessus? Est-ce qu'on peut donner une réponse scientifique à cette interrogation lait-cancer? Déjà, je voudrais vous rappeler que l'aspect génétique, c'est au moins 60-70% du risque de cancer du côlon. Donc, celles et ceux qui font un cancer du côlon, c'est d'abord papa, maman, les grands-parents, à 70%, avant d'incriminer l'environnement, dont la nutrition, qui là se trouve extrêmement importante. Comme vous pouvez le voir sur ce document, la totalité des études récentes, ou la quasi-totalité des études récentes, démontre l'inverse. C'est-à-dire que, et j'insiste sur ce fait, ce n'est pas les produits laitiers et le lait qui vont éviter de souffrir d'un cancer du côlon, c'est une alimentation diversifiée dans laquelle on ajoute ou on inclut le lait et les produits laitiers qui vont aller de pair avec une réduction du cancer du côlon. J'y reviendrai pour toutes les pathologies. Ce n'est pas la pierre philosophale, ce n'est pas l'aliment extraordinaire qui va éviter la maladie. Non, c'est dans une alimentation diversifiée. Quand il y a les produits laitiers,
on souffre de moins de cancer du côlon. Alors, expliquons les chiffres. Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi le moins 15%? Alors, moins 15%, ça veut dire que si vous prenez des populations, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque étude, mais vous prenez une population, vous prenez les gros consommateurs de produits laitiers et les petits consommateurs de produits laitiers. Et puis, vous avez les consommateurs intermédiaires. Alors, en général, il y a 3 catégories, il y en a aussi 5 assez souvent, mais vous comprenez, plus il y a de catégories, plus c'est cher. Donc, on a tendance à ne pas... L'étude est chère, plus l'étude est chère. Donc, globalement, si on prend 5 catégories, vous avez les gros consommateurs, les petits consommateurs, et on compare les gros consommateurs. Les gros consommateurs, c'est la recommandation, on y reviendra en conclusion, les 3 produits laitiers par jour. Donc, ce n'est pas beaucoup, hein. Et au-delà, les petits consommateurs, c'est quelques fois par semaine. Et entre les deux, vous voyez que selon les études qui sont faites dans divers pays, que la réduction du cancer du côlon va de 15% jusqu'à 15 à 50%. Donc non, les produits laitiers ne génèrent pas le cancer du côlon. Bien au contraire, quand ils sont inclus dans une alimentation diversifiée, ils participent à la protection contre ce type de cancer. Deuxième cancer, celui du sein. Là, les choses sont plus délicates parce qu'il y a eu énormément d'études qui ont été faites, là encore avant les années 2000, qui aboutissaient à des résultats. Il y a peut-être bien quelque chose, c'est peut-être positif, c'était même positif pour certaines études. Donc, les interprétations étaient floues jusque dans les années 2000, où ont été faites de nouvelles études beaucoup mieux menées, qui ont démontré que non seulement il n'y avait pas une aggravation du risque, mais une diminution du risque. Quoi qu'il en soit, on en arrive maintenant au résultat que vous pouvez voir ici, qu'il y a, ça c'est une étude statistique, globalement, il y a 45%, 50% de réduction du risque de cancer du sein chez les femmes consommatrices de produits laitiers, encore une fois, dans le cadre d'une alimentation diversifiée. Ce n'est pas en buvant du lait qu'on va se prémunir du cancer du sein, c'est en mangeant diversifié, en y incluant le lait produit laitier. Le cancer de la prostate, donc les femmes, maintenant c'est le tour des hommes, les choses sont plus complexes, dans la mesure où là il y a un réel problème qui n'est pas encore résolu sur le plan scientifique, pour lequel les associations ont quand même émis une conclusion, c'est ce que vous voyez sur le bas du document, en bas en orange, dans la mesure où le cancer de la prostate, il y a une influence ethnique considérable, une influence génétique considérable, une influence de l'âge considérable. Il y a plusieurs types de cancer de la prostate et tout ça dépend à un moment donné à quel stade vous en êtes de votre cancer de la prostate. À 70 ans, il y a plus d'un homme sur 2 qui a un cancer de la prostate. Mais il va évoluer sur 40 ans, donc en général, le souci est assez modeste. Donc, concernant le cancer de la prostate, il y a une relation avec la surconsommation de calcium. Donc, on a dit, les produits laitiers sont en relation avec la surconsommation de calcium. Et on a vu réapparaître aux États-Unis ce que l'on appelle la maladie des buveurs de lait, notamment le cancer de la prostate. Pourquoi ceci? Parce que ce sont des gens qui littéralement se baffrent de compléments alimentaires qui contiennent du calcium. Donc c'est une surconsommation de calcium qui est peut-être en relation avec certains cancers de la prostate. Donc vous voyez, je suis doublement prudent, peut-être, et je le mets au conditionnel. Ce n'est pas du tout sûr. Quand même, sur le cancer de la prostate, si on mange énormément de produits laitiers, il peut y avoir une incidence. Il pourrait y avoir une incidence, et la remarque est excellente, car les Américains en question, ce sont des gens qui consommaient de l'ordre de 2 litres de lait par jour, à l'époque, pour qu'on appelle cette maladie la maladie des buveurs de lait. Nous, la recommandation dans les pays européens, c'est un verre de lait, et le verre de lait, c'est 25 centilitres. Donc on est loin des 2 litres de lait par jour. Mais encore une fois, il y a une interrogation, autant pour les autres cancers, les choses semblent relativement claires. Pour le cancer de la prostate, il reste une interrogation avec le calcium et la surconsommation de calcium. Donc là, je ne peux pas répondre, comme pour les autres, de manière définitivement négative. Il reste une question qui ne concerne que les hommes. Donc, mesdames, vous n'avez pas de souci à vous faire, vous n'avez pas encore, tout au moins, de prostate, donc c'est bien. Alors, à défaut de tuer directement, comme on vient le voir pour le cancer, le lait pourrait être plus sournois et nous intoxiquer lentement, car il serait trop riche. Vous nous en avez dit un mot tout à l'heure, lipides, richesse. Alors ça, c'est un argument qu'on entend souvent, hein. Le lait est riche, trop riche, il favoriserait donc les maladies du 21e siècle. Ça tombe sous le sens, même moi qui ne suis pas scientifique, je le comprends. Si on mange un aliment trop gras,
trop riche, eh bien, on pourra avoir de l'obésité, on pourra avoir de l'hypertension, on pourra avoir du diabète. Alors, là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez nous répondre? Alors, l'obésité, le diabète, l'hypertension, maintenant, ça se regroupe sous une seule entité que l'on appelle, vous l'avez entendu, c'est le syndrome X, c'est le syndrome métabolique. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on est gros, on est diabétique. De manière plus que générale, quand on est diabétique, le diabète sucré, on est gros. En général, on est aussi hypertendu. Donc tout ça, et on est aussi hypercholestérolémique. Tout ça, c'est un peu le même combat, tout au moins par rapport à la nutrition. Donc ce que l'on appelle le syndrome métabolique, c'est une entité à laquelle on doit répondre au moins pour 3 paramètres si on veut être touché ou considéré comme touché par cette pathologie qui est le syndrome métabolique. Alors la question maintenant est de savoir en quoi les produits laitiers sont-ils considérés pour ce syndrome X, indépendamment, j'allais dire, des maladies les unes les autres. Alors concernant ce syndrome métabolique, là aussi vous avez des résultats, c'est un peu complexe, vous m'en excuserez, mais ça vous montre le résultat, c'est que toute chose égale par ailleurs, dans le cadre d'une alimentation diversifiée, quand il y a les produits laitiers, on est moins gros, on fait moins d'hypertension, on fait moins de diabète, on fait moins d'hypercholestérolémie. Donc, on ne fait pas beaucoup moins, on fait un peu moins. Donc, tout va dans le bon sens. Pour vous donner un exemple, si on fait la relation entre le phosphore et l'hypertension, le phosphore des produits laitiers diminue la tension, alors que le phosphore des autres aliments ne le fait pas. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas pourquoi. Ce qu'on appelle la matrice de l'aliment, c'est-à-dire l'environnement dans l'aliment, fait que la substance en question est beaucoup plus efficace. Donc, si dans un aliment quelque chose est efficace, le prendre en complément alimentaire est beaucoup moins intéressant pour notre organisme que de le prendre dans l'aliment lui-même. Quoi qu'il en soit, vous le voyez ici, toutes les études vont dans le même sens, qui est de la réduction du syndrome métabolique, c'est-à-dire que, encore une fois, on est moins gros, on fait moins d'hypertension, on fait moins de diabète, dès l'instant que les produits laitiers sont inclus dans notre alimentation. Alors là, vous avez parlé de syndrome métabolique, vous n'avez pas répondu, ou alors j'ai raté, sur l'obésité, le diabète, l'hypertension. Il y a plusieurs études qui ont démontré que, je l'ai déjà dit, la consommation de produits laitiers dans une alimentation diversifiée fait que la population considérée prend moins de poids, donc il y a moins d'obèses. Ça, c'est le premier point. La traduction immédiate a été de dire, mais alors, les produits laitiers, ça va me faire maigrir, ce qui était quand même très abusif et très rapide. Sauf que... Ça ne fait pas maigrir, on est bien d'accord. Sauf que, justement, il y a une petite interrogation qui se pose, dans la mesure où, si les produits laitiers ne font pas maigrir, ils contribuent à mieux maigrir. Je m'explique. Il y a des études qui ont été réalisées par un chercheur qui s'appelle Zemel, des études assez récentes, qui ont démontré que vous vous trouvez trop gros, vous prenez un régime alimentaire avec 500 kilocalories de moins, et dans ce qui reste, des 1500 kilocalories qui restent, pour faire global, vous allez consommer, selon les populations, plus ou moins de calcium et plus ou moins de produits laitiers. Et il a été observé que dans la population voulant maigrir, qui consommait le plus de produits laitiers, il y avait plus de perte de poids. Donc ils ne font pas maigrir, ils contribuent à aider à maigrir. Donc c'est très bon contre l'obésité finalement. Mais bien sûr. C'est très bon contre l'obésité. Mais c'est très bon comme toute alimentation diversifiée, équilibrée. Alors qui dit lait dit aussi graisse. Et là on attaque un autre pan des maladies possibles, c'est tout ce qui touche au cœur. L'infarctus. Est-ce que le lait ne serait pas responsable, et ça on l'a dit souvent, on l'a dit longtemps, moi je l'ai entendu ça. Le lait par exemple favoriserait les infarctus et les problèmes cardiaques. Oui, alors ça, c'était quelque chose de très ancien qui date des années 60 avec des études d'Hansen Case, qui a démontré à l'époque qu'il y avait une relation entre la consommation de graisses saturées et le risque d'hypercholestérolémie et par voie de conséquence le risque de faire un infarctus. C'est quelque chose qui est devenu totalement simpliste pour la bonne et unique raison qu'il n'y a pas de maladie, ou elles sont très rares, qui n'ait qu'une seule origine. La maladie, c'est comme l'accident d'avion, c'est l'accumulation de plusieurs paramètres à un moment donné qui font que vous allez tomber malade. Est-ce qu'on a quand même des études nouvelles qui montrent que ces graisses
ne sont pas dangereuses, ou est-ce qu'on est encore un peu dans le flou? Non, on n'est pas du tout dans le flou. Des études ont été réalisées, puisque depuis, hein, je vous dis, ça date des années 60, d'autres études ont été réalisées avec des résultats qui n'étaient pas du tout aussi négatifs que l'étude initiale, puis avec des résultats qui devenaient positifs parfois. Et maintenant, des études ont été réalisées ces dernières années avec tous les standards demandés pour une étude épidémiologique sérieuse, qui ont démontré qu'il n'y avait pas de relation entre les graisses laitières et le risque de maladie cardiovasculaire, l'infarctus au premier chef. Bien au contraire. Bien au contraire, on est plutôt dans quelque chose de bénéfique à travers certains des acides gras que j'ai évoqués tout à l'heure, présents dans le lait, qui ont des chaînes carbonées très courtes. Hein, leur nom, il est facile à retenir, c'est l'acide butyrique, le beurre. C'est l'acide caproïque, caprin, caprilique. Donc tout ça, c'est des acides gras qui ont été découverts dans les produits laitiers et dont on se rend compte qu'ils ont des vertus nutritionnelles intéressantes. Est-ce qu'il n'y a pas dans le lait quand même des graisses trans? Ça, c'est dangereux, les graisses trans. Alors, les acides gras trans, tout le monde connaît, j'imagine. Ils ont défrayé la chronique ces dernières années. Schwarzenegger les a interdits dans son État, mais ça a été pareil dans l'État de New York. Ces acides gras trans, leur origine, elle est double. Elle est d'abord alimentaire. On en trouve dans le lait, les produits laitiers, de faibles quantités, mais des quantités quand même un peu appréciables, parce que c'est la conséquence de la rumination, du rumen de l'intestin qui va casser les acides gras présents dans l'alimentation pour en faire d'autres. Mais il y en a eu énormément, il y a maintenant une cinquantaine d'années, notamment dans les margarines. Quand on a voulu faire la margarine pour remplacer le beurre, on a utilisé des huiles que l'on a hydrogénées de manière à remplacer les acides gras insaturés liquides en acides gras saturés solides, puisqu'il fallait que ce soit solide pour être étalé sur la tartine de pain. Et par voie de conséquence, avec cette saturation, on ne s'est pas rendu à l'époque qu'on fabriquait de petites quantités d'acides gras trans. Et on s'est rendu compte récemment que ces acides gras trans sont, à quantité égale, plus dangereux pour la santé et le cœur que ne le sont les acides gras saturés. Alors, fort heureusement, on avait enlevé beaucoup d'acides gras saturés pour les remplacer par un tout petit peu d'acides gras trans. Donc, le bénéfice a été largement positif pour la population. Quoi qu'il en soit, les acides gras trans, subitement, sont devenus une abomination. Et maintenant, il n'y en a pratiquement plus dans notre alimentation, et pour vous, c'est extrêmement facile à vérifier. Vous regardez l'étiquette. Si vous, dans n'importe quel aliment, si vous voyez huile, qu'elle soit végétale ou animale, partiellement hydrogénée, huile hydrogénée, vous éliminez. Et vous êtes sûr de ne plus jamais trouver de ces acides gras trans qui ne sont pas les mêmes que ceux que vous retrouvez dans le lait et les produits laitiers, qui eux-mêmes ont plutôt des vertus positives. Des études ont été faites sur le cancer du sein, notamment en France, montrant que, certes, les acides gras d'origine technologique étaient délétères par rapport au risque du cancer du sein. Par contre, les mêmes acides gras des produits laitiers s'avéraient positifs, c'est-à-dire qu'il y avait une corrélation faible, mais quand même une corrélation avec la diminution de risque de cancer du sein. Donc les acides gras trans dans le lait, ceux-là, ils ne sont pas dangereux, si je vous comprends. Absolument pas. Absolument pas dangereux. Il y aurait même certains acides gras qui seraient positifs pour la santé, certains acides gras trans, et un acide gras que vous voyez signaler ici, qui s'appelle l'acide ruménique. Il est présent dans le rumen, c'est une spécificité des ruminants, et on se pose des questions depuis de nombreuses années pour savoir s'il ne serait pas bénéfique pour la santé, notamment pour assurer une meilleure masse musculaire, en d'autres termes, être moins gras et plus musclé. Voyons maintenant tout ce que le lait peut nous apporter. Il faut que je revienne en arrière. Je l'ai dit de multiples fois, chaque classe d'aliments a ses vertus nutritionnelles. Si vous supprimez une classe d'aliments qui va vous apporter en quantité certains nutriments, c'est-à-dire vitamines, minéraux, oligo-éléments, même en mangeant très diversifié, vous ne pourrez pas subvenir à vos besoins. Concernant le lait et les produits laitiers, leur intérêt majeur, c'est l'apport en calcium. C'est-à-dire que dès l'instant que vous supprimez les produits laitiers de votre alimentation, vous ne pouvez que très difficilement dépasser les 50% de vos besoins. Alors justement, les produits laitiers, est-ce qu'on peut les remplacer? Vous en avez dit un mot tout à l'heure. Est-ce qu'on peut les remplacer par le lait de soja, le lait d'amande, le lait d'autre chose? Ah mais il ne comprend rien, lui, c'est pas possible. Vous nous avez dit que ce n'était pas des laits, mais est-ce qu'on peut les remplacer? Absolument pas.
Absolument pas. Irremplaçable. Mais absolument pas. Le jus de soja ne contient pratiquement pas de calcium, ne contient pas de toutes ces vitamines et oligo-éléments qui sont présents dans le lait, notamment le zinc au premier chef. Le lait, les produits laitiers sont les premiers pourvoyeurs d'oméga 3, je les ai évoqués. Il y en a peu, mais comme on en consomme beaucoup, finalement, on en trouve pas mal. Sont parmi les premiers pourvoyeurs d'iode, de zinc, de toutes sortes de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Donc dans le lait, vous trouvez ce que vous trouvez nulle part ailleurs, nulle part ailleurs, en quantité suffisante pour vos besoins, vous trouvez du calcium, vous trouvez énormément de zinc, vous trouvez énormément de vitamine B2, vous trouvez d'autres vitamines du groupe B, vous trouvez de l'iode. Donc il apporte globalement quelques éléments, c'est sa spécificité, mais aussi il participe énormément à ce qu'on appelle la couverture alimentaire, c'est-à-dire que comme les autres classes d'aliments, il apporte nombre de vitamines, nombre de minéraux, nombre d'oligo-éléments.